On vit dans une société, c'est fini. Maintenant, on doit dire, on est déjà dans l'utopie. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Megalopolis réalisé par Francis Ford Coppola qui a mis toutes ses billes en jeu. Donc j'espère quand même que le monsieur va faire des entrées, sachant que moi j'étais tout seul dans la salle IMAX. D'un autre côté, ça me fait un peu séance privée IMAX, c'est cool. Mais avant de parler du film, j'ai besoin de votre avis. Mais genre vraiment, ça fait quelques semaines que je suis en discussion avec Influenity et les mecs sont des cracks. C'est tellement passionnant qu'on a passé 3 heures au téléphone. Leur idée c'est de remettre du social au cœur de YouTube, qu'on puisse beaucoup plus interagir, vous et moi. Et dans cette interaction, il y a notamment le système de récompense. Énorme! En fait, c'est très simple. Vous, en tant qu'abonné, vous pouvez gagner des points en faisant différentes missions. Ça peut être regarder des vidéos, répondre à des questions, et après vous en faites quoi? Vous les dépensez. Vous les dépensez à travers des récompenses que je propose. Par exemple, vous pourrez dépenser vos points avec une critique à l'arrache de votre choix, une vidéo, 5 films similaires sur le long métrage de votre choix, ou encore un top flop, que ce soit en vidéo ou sur Captain Watch. Bref, il y a énormément de possibilités. L'idée, c'est de vous récompenser pour votre fidélité et créer une interaction autour de certains films dont je n'aurais peut-être pas parlé sur la chaîne. Par exemple, via les dons Tipeee, j'ai découvert des films incroyables. Mais comme je sais que tout le monde n'a pas les moyens de faire un don Tipeee, eh bien, je vois Influenity comme une alternative. Donc, je voudrais avoir votre avis, donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et puis aussi, dans le commentaire épinglé, j'ai mis un lien vers lequel, eh bien, vous pourrez rentrer votre adresse mail, ce qui vous permettra aussi d'avoir des avantages quand Influenity va débarquer. Et ça risque d'arriver assez vite. Voilà, maintenant que je vous ai parlé de ce projet pour lequel je suis super chaud, on va parler de Megalopolis. Alors, Megalopolis, c'est un sujet de discorde pour les cinéphiles. J'ai vu des gens le détester, j'ai vu des gens l'aduler, j'ai vu des gens dire c'est un nanar, d'autres que c'était un chef-d'œuvre, d'autres que c'était les deux à la fois. Et c'est peut-être les deux à la fois. L'histoire raconte comment des personnalités d'une ville en plein déclin veulent la faire revivre. Le problème, c'est que chacun a sa vision et donc ça se bataille un petit peu dans tous les sens. Ça se passe dans le futur et pourtant c'est très actuel. On va tout de suite parler des évidences. Oui, ça parle de l'Amérique. Oui, ça parle de la société de manière globale. Oui, ça parle de notre histoire, de notre civilisation, sans pour autant être un truc de gros réac. C'est-à-dire que Coppola ici est un visionnaire et non pas un réac qui voudrait que ce soit comme avant, même si il y a une certaine appétence, un certain intérêt pour une esthétique rétro. Mais ça, on y reviendra plus tard. Évidemment que ce film parle de l'Amérique. Je suis désolé, mais le personnage de Shia LaBeouf, c'est un Trump en puissance, populiste comme jamais, qui est prêt à dire tout et n'importe quoi, à gueuler un gros ta gueule dans le mégaphone auprès de la populace, et juste pour dire, oui, le peuple, c'est nous. Alors qu'en fait, c'est un putain de gros bourgeois, comme Trump. Que ce soit Trump ou ce personnage, ils sont en train de te faire croire que c'est le peuple, il incarne le peuple, alors qu'en fait, les mecs se sont jamais fait tout seuls, ils avaient déjà de l'argent de côté, c'est des fils à papa. Et Megalopolis, c'est aussi ça que ça veut dire. Parce que finalement, tous ceux qui veulent conquérir cette ville sont des mégalos. On a ce personnage qui est clairement trumpiste à fond de balle, qui est un gros mégalo, qui pense qu'à sa gueule, hein, clairement, mais lui, il a soif de pouvoir, il a soif de succès. On a le personnage d'Adam Driver, qui lui, eh bien, est clairement un mégalo, mais un mégalo utopiste, c'est-à-dire qu'il y a un côté humaniste, alors que bon, c'est plus une sorte d'égoïste arrogant mais qui voudrait quand même faire évoluer les choses. On a aussi une journaliste qui est mégalo, qui recherche le pouvoir, qui recherche vraiment la richesse, et le personnage de la journaliste est intéressant parce que la manière dont est représenté le journalisme ressemble plus à une sorte de prolongement de ce que Fox News deviendra peu à peu, ou CNews et TPMP. C'est vrai que sur la question du journalisme, on y voit un réel problème parce qu'à un moment c'est pareil, on a une jeune journaliste de lycée, voilà, une jeune lycéenne qui fait le journal de l'école quoi, et quand elle te pose des questions, c'est du niveau de Closer, Voici et compagnie quoi. C'est est-ce que vous trouvez qu'il est sexy? Est-ce que c'est votre copain ou alors c'est votre chef? Enfin tu vois, il y a des trucs comme ça qui n'ont rien de journalistique en fait, mais t'as l'impression que finalement ça se rapproche un peu de tout ce côté people qu'on fait de la politique, qu'on fait de la société en fait aujourd'hui, mais de manière exacerbée. Donc oui, ça traite des sujets de société plutôt actuels. C'est vrai que il y a un petit côté fourre-tout parce que il y a énormément d'histoires, il y a des petits moments de flottement, voilà. J'aurais peut-être retiré 5-10 minutes au film en fait, voilà, mais c'est
on s'en fout. On s'en fout parce qu'il est généreux le film. Ce que j'ai adoré dans Megalopolis, ce n'est pas spécialement ce qu'il raconte, ce n'est pas son histoire, même si elle est très bien racontée, qu'elle est très bien narrée et tout. Il y a des bonnes utilisations de citations, il y a des bonnes interactions entre les personnages. Je trouve que les dialogues sont très bons, mais c'est pas ça qui m'a intéressé. Moi, c'est vraiment le cinéma. Coppola nous fait une histoire du cinéma. On va autant avoir une référence à la RKO qu'à un split screen 3 écrans comme le fait le Napoléon d'Abel Gance, ou encore des images, voilà, des motifs qui m'ont rappelé un peu l'avant-gardisme français des années 20. Idem pour les cartons qui sont un peu là pour chapitrer le film, ou encore cette scène où nous avons des personnages puis travelling derrière, on se rend compte qu'ils sont dans une boule à neige qui peut notamment rappeler, eh bien, Citizen Kane. Donc en fait, on a vraiment cette histoire du cinéma qui est racontée sans vraiment en parler, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire du cinéma qui est interpellée par son esthétique, avec aussi l'effet vertigo par exemple. Donc des éléments esthétiques très importants de l'histoire du cinéma qui traversent le film de long en large, et en fait ça va du début du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que dans son esthétique il est assez anachronique. Megalopolis est un film de genre qui oscille entre péplum, film noir, SF, fantastique. En fait, on ne sait jamais vraiment où on est, et je trouve intéressant que le noyau dur de ce film soit réellement le péplum, parce que le péplum c'est quand même l'un des genres de prédilection depuis le début du cinéma, c'est-à-dire que le cinéma muet faisait déjà du péplum. Le choix est clairement calculé. Et d'un autre côté, on a cette esthétique des années 30, 40, 50 qui sont clairement en mode film noir, même si l'esthétique du film en elle-même n'est pas film noir, mais vraiment c'est cette époque-là qui est représentée dans les décors. Donc oui, ce film est un peu fourre-tout, mais je pense que ça traduit aussi l'idée qu'aujourd'hui finalement le cinéma c'est aussi un fourre-tout. On va piocher par-ci, on va piocher par-là, on fait de la référence à ceci, on fait de la référence à cela, et en fait c'est un film qui lui parvient à le faire de manière intelligente. S'il utilise le péplum, c'est pas juste parce qu'il aime le péplum, c'est aussi parce que les premières civilisations démocratiques sont athéniennes, donc ça renvoie aussi à ça. Et encore une fois, je le rappelle, question cinéma, le péplum, c'est quand même l'âge d'or avant le nouvel Hollywood. Moi, je dirais pas que c'est le foutoir, je dirais que c'est buissonnant. C'est buissonnant parce qu'il y a des idées dans tous les sens. Alors certes, Francis Ford Coppola n'arrive pas à gérer toutes ces idées. Des moments, il balance des trucs, tu sais pas trop pourquoi, tu t'es dit bon, juste ça l'amuse, mais parfois, ça pointe du doigt quelque chose. Le fait qu'Adam Driver arrive à modeler le temps, finalement, c'est aussi ce que fait un cinéaste. Parce qu'un cinéaste, il peut accélérer l'image, la mettre sur pause, la mettre en arrière, revenir en arrière, aller de l'avant, faire une ellipse. En fait, il y a tout ça qui est là. Et encore une fois, même les transitions, il utilise des transitions à l'iris, donc fermeture à l'iris, ouverture à l'iris, c'est encore des choses qui rappellent un temps où on l'utilisait tout le temps. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt exceptionnel. Et je ne pense pas qu'utiliser tous ces effets un peu rétro veuille dire que Coppola est un peu nostalgique, parce que en réalité, il va même au-delà. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas eu durant ma séance. De toute façon, j'étais tout seul, j'aurais même pu le faire moi-même. Mais à un moment, on a une interview d'Adam Driver, le format est plus petit, c'est-à-dire que le rectangle, le cadre est plus petit que l'écran, et en fait normalement t'es censé avoir un mec qui incarne un journaliste qui est éclairé sur le côté gauche et qui est finalement en contre-champ d'Adam Driver. Et en fait ça c'est déjà quelque chose qui peut être emprunté au théâtre, mais aujourd'hui au cinéma on pourrait plutôt l'apparenter à la 4D, et il faut bien avouer que c'est une idée assez particulière en termes d'immersion. De la même manière, Coppola ne crache pas sur les VFX, sur les images de synthèse. Il a des statues qui sont un peu mouvantes, il aurait clairement pu s'abstenir de le faire pour avoir certes des VFX mais qui ne sentent pas le CGI quoi, et qui soient un peu plus discrets, et non, il a choisi quand même de le faire. Donc c'est quand même que il englobe toute l'histoire du cinéma finalement. C'est un mec très généreux, et ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est quand même un gars qui a plus de 80 balais et il te sort encore un film ingénieux. Alors certes, peut-être pas parfait, même si vraiment je l'ai adoré, mais il est pas parfait, voilà, il est un peu foutraque. Le côté nanar, je peux comprendre cette idée, mais moi j'aime bien aussi ce genre de film, voilà, un peu ovni. Trauma Entertainment, c'est quand même ma cam. Donc là, on a un vieux monsieur qui propose des dizaines d'idées dans son film, alors que t'as des mecs de 25, 30 ans qui se disent « Oh, je suis visionnaire », alors que les mecs, ils font ce que tout le monde fait. Et loin de moi l'idée de faire une généralité, mais c'est vrai que les
yeux qui ont construit le nouvel Hollywood, bah ils en ont encore sous le pied. J'ai enfin découvert le Loup de Wall Street ce mois-ci, je me suis dit mais Scorsese il a plus la patate qu'un mec de 30-35 ans qui est censé révolutionner le cinéma, qui a plein d'idées. Alors que Scorsese, on pourrait croire qu'il a fait le tour. Tu prends George Miller, il a aux alentours de 80 ans, il te sort Furiosa. C'est-à-dire que 10 ans auparavant, il sort Fury Road, qui est un truc énergique à fond de balle et tout. Après, il se dit non, bah, je vais aller carrément à l'opposé de ce truc avec une narration totalement différente avec Furiosa. Et ça marche encore. Le mec, il a 80 balais et il te sort des dingueries pareilles. Et ben Coppola, c'est pareil. Coppola, c'est pareil. Voilà, c'est un yeuve, il est là, il dit bah moi je vais vous apprendre. Alors que les gars n'ont plus rien à prouver et tu pourrais te dire que bah ils ont plus d'inspiration parce qu'ils ont fait le tour. Sauf que non, en fait, t'as des gars qui ont encore des idées. Et le problème, c'est pas le manque d'idées avec ces mecs, c'est le problème des studios. Voilà, parce que eux, ils veulent faire des trucs, des franchises, des nanis, des nanas. Donc c'est très compliqué pour eux de faire un film. Scorsese, voilà, c'est compliqué. Coppola, j'en parle même pas, hein, il l'a financé quasiment tout seul. Hein, la boîte de prod, c'est la boîte de prod des Coppola. Il n'y a pas de gros studio derrière. Je pourrais prendre aussi le cas de Kevin Costner, mais qui est quand même plus éloigné que ces trois personnes dont je parle. Mais voilà, en fait, c'est fou de se dire, les mecs ont des idées, mais ils n'arrivent pas à faire leur film. Et ça me bute parce que oui, ok, peut-être que c'est pas parfait, mais ça propose tellement plus d'idées que le truc calibré que tu vas voir toutes les semaines. Et je parle de films à gros budget, parce que si tu vas voir du film indé pas trop cher, oui, il y aura certainement des idées aussi. Ce film, t'as l'impression que c'est un film des années 70 qui vient s'inviter en 2024. Parce que voilà, t'as cette esthétique qui rappelle aussi le rétro-futur qu'on avait. C'est-à-dire la vision du futur un peu organique qu'on pouvait avoir dans la SF des années 50-60, dans la littérature aussi, dans la bande dessinée, Métal Hurlant, ce genre de choses. On a vraiment cette esthétique qui te rappelle en fait un temps passé pour te parler du futur. Et donc oui, t'as vraiment cette impression de voir un film des années 70 qui a mis 50 ans à sortir. Et je pense que si le film était sorti dans les années 70, il aurait ressemblé à ça. Alors évidemment avec certainement des technologies en moins, ou en tout cas des alternatives qui n'auraient peut-être pas marché, parce que même le principe de split screen en 3 écrans, eh bien il y a quand même une superposition, il y a quand même du travail numérique là-dessus, les éclairages, j'en parle même pas, et parfois il va quand même aller chercher à faire quelque chose de factice, comme pour dire que cette utopie, eh ben, elle n'existe pas en fait. Ce monde n'existe pas, ce monde ne peut pas exister. Donc oui, c'est un peu pessimiste. Et j'ai vu notamment qu'on reprochait au film de ne pas faire un truc splendide à la fin concernant Megalopolis, la construction de Megalopolis. Et en fait, je pense que c'est normal. L'idée, c'est pas de dire voilà la solution, regardez, c'est magnifique. Non, c'est de te dire ok, ils ont trouvé une solution, mais c'est peut-être pas la bonne solution. C'est peut-être une alternative en attendant un futur déclin, et en attendant, voilà, il y a ça qui existe, et potentiellement, ça va peut-être sauver la civilisation. Mais il n'y a pas d'idée arrêtez. C'est à toi aussi de réfléchir à ce que tu vois. L'idéologie de Cicéron est totalement en désaccord avec celle de César, et il y a un affrontement. Donc cet affrontement idéologique, à travers des débats, eh bien elle est là aussi pour amener notre réflexion. Moi par exemple, j'aimerais vivre dans une utopie, sauf que je suis bien trop réaliste pour y croire. Donc oui, on essaye comme on peut, mais globalement, je sais que c'est mort. Alors que je connais des gens qui sont utopiques à mort, mais vraiment, qui vont parler de trucs, je vais dire mais tu rêves mon gars, ça n'arrivera jamais. Et donc on peut comprendre la vision du maire Cicéron, qui lui est plus dans quelque chose de pragmatique, quitte à foutre encore dans la pauvreté des gens, parce qu'il se dit que César est trop utopiste et que son utopie va mener au déclin, car c'est irréalisable. Donc voilà pourquoi la fin de Megalopolis n'est pas un happy end et que ça s'organise comme une fin de film qui ne te pousse pas à avoir des frissons face à cette nouvelle utopie, parce que c'est aussi à toi de te demander si c'est concevable ou pas. Donc en résumé, oui, ça peut être un peu fourre-tout, mais c'est un fourre-tout qui me fait extrêmement plaisir, parce que à chaque image, je me dis ah ouais, ça me rappelle ça, oh j'ai envie de me replonger dans tel cinéma, oh j'ai envie de revoir le ballet mécanique. Quel est le dernier film qui m'a donné l'idée de replonger dans le ballet mécanique de Fernand Léger, sans déconner? Ce film est généreux, certes pas parfait, mais c'est tellement rafraîchissant dans cet univers un peu uniforme, en tout cas dans ce qui est des blockbusters, des films à très gros budget, et se dire quand même que c'est un mec de 80 balais qui nous sort ça. Oh là 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 là, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera
j'adore, et je sais déjà que certains ont mis j'aime pas, et pour information, comme ces gens avaient mis j'aime pas, sachez que moi, ma suggestion Captain Watch, eh bien elle était de 2,5 sur 10, donc vraiment faites péter les j'aime beaucoup, les j'adore et tout, pour que les gens n'aient pas cette surprise bizarre de se dire j'adore le film et pourtant l'algo s'est complètement planté, parce que bah oui, des gens que je suis et qui me suivent ont mis qu'ils n'aimaient pas, donc l'algo s'est dit tiens, lui il va peut-être pas aimer. Oui, ça nous arrive que l'algorithme nous fasse ce genre de petite surprise à la sortie d'un film, c'est assez rigolo. D'ailleurs, je l'ai dit en introduction, j'ai vu le film en IMAX et donc sur Captain Watch, j'ai fait une liste des films que j'ai vus en IMAX, donc n'hésitez pas à aller voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Megalopolis, parce que je sens que ça va être très différent. Il va y avoir énormément de diversité dans les avis, donc c'est ça aussi qui est cool avec l'art. Voilà, c'est que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est mauvais ou bon. Voilà, c'est ça aussi, l'art, c'est débattre, c'est avoir des avis différents, c'est avoir une réflexion, un regard différent. Voilà, oui, je sais, ça fait chier dans ce monde un petit peu binaire, mais voilà, Twitter, je sais pas comment on va s'en sortir, parce qu'on n'aime pas la nuance sur Twitter. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!